Alors comme cela, Marina la coach, tu es une entraîneuse et toi, Michael le thérapeute, tu es un serviteur. Cette question, m'a fait beaucoup rire parce que, quand j'étais plus jeune à l'école, j'avais une sainte horreur des entraîneurs sportifs. Pour moi, il y avait beaucoup trop de contraintes, de passage en force, de brimades. Alors, aujourd'hui, non, je me sens pas du tout entraîneuse, mais c'est vraiment un problème de vocabulaire, voilà. Je me définirais plus comme une accompagnante, et on retrouve là la racine, de coach, on retrouve le cocher qui accompagne la calèche. Donc voilà, je me définirais plutôt comme une accompagnante, aussi comme un espace d'écoute et puis un cadre. Parce que dans le coaching, le cadre est très contraint. On sait, quand ça commence, on sait généralement quand ça finit et puis, le processus est très clair. Donc voilà, un espace et puis un cadre. Et oui, évidemment, je suis un serviteur. Je suis là, je me mets au service de la personne que j'accompagne, effectivement. C'est-à-dire que c'est elle qui connaît son problème mieux que moi. Moi, je suis juste là, en fait, pour l'aider, en fait. Complètement l'aider, en fait, à mieux comprendre ce qui se passe pour elle. Et en ce sens, effectivement, je suis complètement son serviteur, en fait. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière des secrets de fabrication, entre guillemets, qui apparaissent et qui font que quelque part, à un moment donné, je l'emmène un petit peu là où je veux l'emmener pour correspondre à mon modèle d'intervention, évidemment. Mais le leitmotiv, c'est quand même, je suis là pour rendre service à la personne, pour que ça serve à quelque chose en tout cas. Souhaites-tu aussi servir, Marina, et toi, Michael, entraîner? Si servir, c'est de se mettre au service de la réussite, du client, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça renvoie à cette posture basse, du coach que je trouve, très belle. Le coach ne sait pas à la place de son client, il ne connaît pas les réponses, il n'a rien à imposer. Il est vraiment là pour se mettre au service de son client, donc oui. Ensuite, si servir, c'est soigner, traiter, donc là, non, parce que le coaching, n'est pas le lieu du soin, ou le lieu de la guérison ou du traitement. Voilà, donc se mettre au service de la réussite, oui, soigner, non. Alors, dans le modèle d'intervention que j'utilise, qui est le modèle stratégique, effectivement, on passe souvent par l'entraînement. C'est-à-dire qu'on apprend, on apprend à la personne à faire autrement. Et faire autrement et le faire bien dans la vraie vie passe par des phases d'entraînement, des phases de simulation. Donc oui, le terme entraînement au sens aider à apprendre, aider à vivre des choses nouvelles, c'est vraiment en fait quelque chose qui me convient, qui me parle effectivement. Ouais. Exactement. Marina, quelle est ta réalité de la thérapie? Pour moi, dans la thérapie, il y a une place pour la souffrance, pour la douleur. Hem, C'est-à-dire qu'on peut descendre dans cette, souffrance, elle peut être, exprimée, on peut aller l'explorer. Hem, on peut la soigner, on peut la traverser. Il y a aussi, la place pour le passé. Heu, donc ce passé-là aussi peut être revisité. On peut pardonner, voilà. Donc il y a toute cette place pour moi dans la thérapie pour la souffrance et le passé. Dans le coaching, ça ne veut pas dire qu'on ne mentionne pas cette souffrance, qu'on ne mentionne pas le passé, mais je dirais que, on va plutôt dire, «OK, et qu'est-ce que tu veux en faire avec? Qu'est-ce que tu veux faire de ça aujourd'hui? Et comment tu veux avancer aujourd'hui vers ton objectif?» hem, donc c'est un peu pour moi, le vivant qui pousse malgré tout, donc continuer à avancer malgré tout, malgré nos béquilles et cetera. Après, si le coach se rend compte que, le coaché, heu, traîne une souffrance, ou un passé qui est trop lourd à porter et qui vraiment l'handicape, dans ce cas-là, sa responsabilité, c'est de l'orienter vers un thérapeute. Michael, quelle est ta réalité du coaching? Alors, j'ai vraiment la sensation que le coaching, il est très connoté milieu professionnel, en fait. Et pour autant, je suis persuadé que le coaching de vie mériterait d'être développé parce que parfois, on fait appel à des thérapeutes, mais les problématiques sont plutôt d'ordre coaching. Alors, la différence, elle peut être discutée, mais
Je pense que lorsqu'il n'y a pas forcément de souffrance, mais que c'est juste une situation à faire évoluer pour que ce soit plus confortable dans la vie, je crois que l'approche coaching me paraît plus efficace que l'approche thérapeutique. Et encore une fois, ça dépend tellement des modèles de chacun et de la manière de pratiquer la discipline que cette réponse-là mériterait d'être évidemment d'être débattue en fait et d'être discutée. Servir, entraîner, n'est-ce pas libérer les potentiels de la personne pour maximiser ses possibles? Aider à apprendre plutôt que de lui enseigner. Alors là, je retrouve ma problématique de vocabulaire, de l'entraîneur sportif et pour moi, maximiser les possibles, j'entends encore contrainte, j'entends encore, quelque chose qui nous est imposé. Hem, il y a souvent cette problématique des hiérarchies ou des équipes de direction qui imposent un coaching à une personne pour, justement maximiser ses potentiels, pour, améliorer ses performances professionnelles et cetera et ça peut être ça peut être, en contradiction avec les valeurs de la personne. Donc voilà, donc ce vocabulaire de la performance, moi j'ai du mal, mais c'est aussi peut-être parce que, je travaille avec d'autres thématiques qui sont plus des transitions de vie, qui sont plus des personnes qui recherchent à être en cohérence avec elles-mêmes et à reconstruire, une vie qui leur corresponde mieux. Parfois, je dis que, j'aide la personne à créer les conditions fines d'écoute d'elle-même et que comme ça, elle est capable d'écouter la part poétique qu'elle a en elle et que je l'accompagne à mettre en forme dans le monde, en fait, dans le monde concret, cette poésie qu'elle a en elle-même. Je me suis souvent posé la question de qu'est-ce qu'un potentiel en fait? Qu'est-ce qu'un potentiel? Est-ce que c'est le résultat d'un objectif? Est-ce que c'est quelque chose qu'une personne a? Voilà, je trouve cette notion-là, elle mériterait d'être discutée. Et puis en même temps, si on parle de potentiel, on parle de limite. Autrement dit, c'est la zone en fait externe au potentiel. Et est-ce que la personne a besoin d'aller jusque-là en fait pour régler une problématique en thérapie? La question peut se poser en fait. Il y a une situation qui pose problème, il y a une situation qui fait souffrir. On cherche en fait à régler cette situation-là. Est-ce que ça nécessite de maximiser des potentiels? J'en suis pas certain en fait. Ensuite, effectivement, enseigner au sens je te donne de l'information et puis de manière descendante, et puis tu l'emmagasines et tu en fais ce que tu veux, me paraît pas forcément la meilleure stratégie. Je crois que aider à apprendre, faire vivre des expériences, passer par des sensations émotionnelles, par des choses qui permettent de se rendre compte par soi-même effectivement qu'on apprend des choses et qu'on en tire des leçons, c'est effectivement, je trouve, la voie la plus magique, la plus belle en fait dans la pédagogie et dans l'accompagnement en fait. Marina, si tu n'étais pas coach, serais-tu thérapeute? Peut-être, sans doute, pourquoi pas dans 10 ans. Je me sens très proche de l'art-thérapie et des approches, corporelles, comme la pédagogie perceptive. Mais par exemple, les pédagogues perceptifs ne se définissent pas comme coach. Encore une fois, ils se définissent comme accompagnants. Donc aujourd'hui, si c'était pas le coaching, ça serait de l'accompagnement, avec les outils de l'art-thérapie ou des approches corporelles. Michael, si tu n'étais pas thérapeute, serais-tu coach? Certainement, certainement que je serais coach si j'étais pas thérapeute, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, effectivement, il y a beaucoup de problématiques qu'on rencontre en cabinet qui sont parfois plutôt de l'ordre du coaching. C'est comment en fait débloquer une situation pour me sentir plus à l'aise dans la vie en fait qui m'entoure en fait. À cet endroit-là, on n'est pas forcément sur la réparation d'un traumatisme, on n'est pas forcément sur la réparation d'une blessure d'enfance comme parfois on ose appeler les choses. Donc complètement, je pense que je serai coach. Et pourtant, le côté thérapie, en fait, me séduit un peu plus, de par le côté souffrance, le côté, ça me donne l'impression d'être quand même plus, au cœur un peu de la relation humaine, en fait. Il y a de la souffrance, viens, je vais t'aider, en fait, à faire autrement pour qu'elle diminue, en fait. Certaines personnes suivent une thérapie, d'autres se font coacher. Ne sont-elles pas surprenantes, toutes ces personnes insatisfaites? Alors, je ne sais pas si je dirais personnes insatisfaites, je dirais des personnes vivantes qui ont compris que la vie, c'est pas rester, figé, sclérosé, toujours à la même place. Comme, je disais tout à l'heure, le vivant, ça pousse et puis ça pousse en nous et ça pousse pas forcément dans le sens qu'on avait prévu ou dans les grands plans, les grandes lignes qu'on s'était tracées et ces personnes
qui vont chercher de l'aide, qui demandent un soutien pour laisser pousser ce vivant en elles, pour moi, c'est des personnes ultra vivantes. Donc c'est pas des personnes insatisfaites. Et dire qu'il y a des gens qui se forment pour être thérapeutes et d'autres qui se forment pour être coach. Est-ce que ces personnes ne seraient pas en train d'envoyer le message finalement qu'on a besoin de nous aussi? Donc plutôt que de zoomer sur les personnes qui sont en demande, zoomons aussi sur les personnes qui offrent aussi ce service-là. Alors à un moment donné, on se rencontre. Est-ce qu'on est en train de répondre à des insatisfactions ou est-ce qu'on est en train de répondre à des vraies demandes fondamentales pour les personnes? La question mérite vraiment d'être creusée. Je suis entièrement d'accord avec cette proposition en fait de cadrage des choses. Ouais. Le meilleur conseil de coaching n'est-il pas de s'éloigner de son thérapeute? Bon, pour moi, pas du tout. La thérapie et le coaching peuvent se faire en parallèle. Pour moi, c'est vraiment 2 champs qui sont distincts. La thérapie, c'est soigner, un mal-être, une douleur, comprendre le passé et le coaching, c'est se dire: «OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place pour avancer?» Donc voilà, donc mes meilleurs conseils, ça serait pas ça, ça serait plutôt, qu'est-ce que ton corps te dit aujourd'hui? Et c'est une question qui est très proche de la thérapie finalement. La meilleure thérapie n'est-elle pas de s'éloigner de son coach? Je pense qu'être en thérapie, je vais faire une analogie, c'est presque comme réapprendre à faire du vélo. Alors c'est vrai que les premières séances, on apprend à décrire comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on tient l'équilibre, on participe à l'apprentissage. Et puis à un moment donné, c'est bien aussi de lâcher la main de l'enfant et de le laisser en fait de prendre son chemin en fait avec son vélo pour voir ce qui se passe en fait. Alors ça ne veut pas dire que l'apprentissage est terminé, ça ne veut pas dire que l'accompagnement est terminé, mais ça veut dire que c'est à un moment donné, lorsqu'on n'est plus là, qu'est-ce qui tient pas en fait? Est-ce que l'enfant va se casser la margoulette ou est-ce qu'il va réussir à tenir sur ses roues? Et puis s'il tombe en fait, comment il réagit en fait? Et je pense que cette réaction-là peut aussi faire partie de la suite de l'accompagnement, devient en fait une entrée en fait, une information en entrée de la suite de l'accompagnement. Donc oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, ça peut être intéressant d'espacer les séances pour voir ce qui se passe lorsque la relation se détend en fait, lorsque l'accompagnement devient moins présent. Quelle indépendance le client met en place grâce aux premières séances? Le coaching n'est pas de la thérapie, mais est-ce malgré tout garder la santé mentale? Si la santé mentale, c'est, un certain bien-être, donc oui, le coaching, il contribue à pouvoir mettre en place ce bien-être. Ensuite, je dirais que même une personne avec des «troubles» entre guillemets, ou ou un problème plus handicapant peut faire appel à du coaching. Je prends par exemple le cas des personnes avec un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les personnes qui ont un TDAH. Ces personnes-là, elles peuvent tout à fait faire appel, à un coach, pour dire: «OK, j'ai un TDAH et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je mets en place?» Par exemple, je souhaite préparer un examen, je souhaite me présenter à un poste, je veux monter ma boîte. Alors, avec, ces troubles-là, avec les troubles du TDAH, comment je vais agir au quotidien, quelles vont être mes ressources, comment je comble mes besoins. Hem, voilà, donc elle va se donner les moyens d'atteindre son objectif malgré son trouble. La thérapie n'est pas du coaching, mais est-ce malgré tout un entraînement, un apprentissage? Je dirais que ça dépend beaucoup du modèle d'accompagnement, en fait. Si on est dans un modèle, en fait, je dirais, de psychanalyse, l'intervention va plutôt être on laisse la personne faire ses associations d'idées et de construire, en fait, finalement, sa manière d'avancer dans sa problématique. Si on est dans un modèle de thérapie brève, effectivement, on est complètement dans de l'apprentissage, complètement dans, voyons comment rapidement on va pouvoir apprendre des nouvelles choses pour faire autrement, en fait. Et qu'est-ce qu'on va obtenir à ce moment-là, en fait? Donc, on est vraiment dans de l'intervention stratégique qui est de l'apprentissage et du désapprentissage des choses qui faisaient souffrir avant, en fait. Ta pratique n'a-t-elle pas pour finalité de permettre à des gens ordinaires d'atteindre des résultats extraordinaires? Alors le coaching m'a réconciliée avec, avec l'humilité et la racine d'humilité, c'est humus qui vient de la terre, donc c'est le quotidien, c'est
le plancher des vaches. Et pour moi, cette part d'humus, elle est très importante, dans le coaching. Tu vois, moi, je viens du marketing, je viens donc dans mes études et dans mes premières expériences professionnelles, je viens de la stratégie de marque, où la vision est super importante, la vision de marque, où, on construit, voilà, des grands concepts, on est, porté par une vision de marque hyper enthousiasmante. Donc, oui, mais derrière, ce qui va changer mon quotidien, ce qui va changer le quotidien de la personne qui est coachée, c'est vraiment ce qu'elle va faire, au jour le jour, pas après pas. Ce qui change le quotidien, c'est le quotidien. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aller vers cette vision peut-être extraordinaire. Donc, pour moi, des personnes qui agissent au quotidien, c'est des gens tout à fait normaux, ordinaires. Je préfère l'ordinaire que l'extraordinaire, voilà. Je préfère la réalisation pas après pas. Et puis ça fait moins peur. Parfois, c'est se dire: «Je vais devenir quelqu'un d'extraordinaire», ça peut bloquer, hem, alors que se dire, «Quel premier petit pas je peux changer?» Déjà, ça ouvre énormément de possibles parce que le pas, on peut l'orienter dans plein de directions différentes et c'est juste un pas. Surtout quand elle coûte cher, en fait. Si on me dit, gens ordinaires, c'est les gens qui sont de la classe moyenne et qui peuvent se payer plusieurs, dizaines d'euros, tout un certain nombre de séances, pourquoi pas, effectivement. J'aurais tendance à dire que finalement la thérapie, devrait pouvoir être accessible à n'importe qui gratuitement. Alors évidemment, dire ça, c'est pas prendre en compte la réalité d'un marché, de contraintes financières et de besoins de vivre, et cetera. Mais quelque part, je pense qu'effectivement, en rendant la thérapie parfois assez coûteuse. Certes, on demande un engagement en fait des personnes, mais peut-être aussi qu'on la réserve à des personnes aussi qui ont les moyens de se poser les questions. Voilà, les questions de qu'est-ce que serait ma vie si c'était mieux en fait. Vous voyez, si je reprends un peu la pyramide de Maslow, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, on est sur des gens qui sont dans l'optimisation de soi et qu'effectivement, peut-être que les problématiques qu'on rencontre sont des problématiques qui ont plutôt vocation à comment faire mieux alors que tout va déjà plutôt bien à l'intérieur de ma vie, en fait. Tolstoï prétend que tout le monde pense à changer le monde, mais nul ne pense à se changer lui-même. Comment souhaites-tu changer le praticien, la praticienne qui est en toi? Alors cette question, je me la pose tous les jours et tous les jours, je me demande, à quoi je nourris mon écoute? À quoi je viens nourrir mon écoute aujourd'hui? Ça peut être en allant en forêt, ça peut être en soignant mon potager, ça peut être en lisant de la poésie, ça peut être en, m'occupant de mes enfants le soir, en fin de journée. Mais, tous ces éléments, qui m'entourent, tous ces éléments du vivant m'apprennent à être à l'écoute de quelque chose et voilà. Comment je nourris mon écoute? C'est vraiment la question que je me pose au quotidien. C'est une question qui est vraiment pas évident d'y répondre à cette question-là. Moi, je dirais que j'ai une certaine image du thérapeute qui se connecte à une certaine sagesse, en fait. C'est-à-dire que je pense que le thérapeute a atteint le thérapeute idéal pour moi et celui vers lequel j'aurais envie de tendre, en fait, ce serait le thérapeute qui arrive à accueillir de manière inconditionnelle, en fait, toutes les problématiques sans se poser la question de est-ce que je vais servir à quelque chose? Est-ce que la personne va avoir la sensation qu'elle a rencontré quelqu'un qui a mérité en fait cette dépense aussi financière? Et je crois que si je devais changer quelque chose, ce serait justement de libérer à l'intérieur de moi toutes ces questions-là, en fait, sur les questions de à quel moment je suis légitime, à quel moment je ne le suis plus, en fait. Et de se dire, bah, finalement, le thérapeute idéal que je pourrais être, ce serait le thérapeute qui se trouve légitime tout le temps. Et même si ça ne sert à rien, ce que je fais avec mon client à un moment donné, parce qu'on aborde un sujet qui me dépasse et sur lequel je ne trouve pas de clé, en fait, de levier, l'idéal, ce serait d'être cool avec ça aussi, quoi, en fait, d'être complètement à l'aise avec ça, quoi. Si je te dis que ta pratique revient à donner une cuillère à une moule pour traverser le désert, tu réponds quoi? Je réponds que j'ai absolument rien compris à la question. Hem, D'abord, qu'est-ce qu'elle fait la moule au milieu du désert? Et puis, on va pas forcer la moule avec une cuillère, on en a absolument pas besoin. Donc peut-être que c'est ça la question, c'est, est-ce qu'on cherche à imposer des outils, à quelqu'un qui n'a rien demandé et qui n'en a pas besoin et qui de toute façon, le meilleur endroit pour elle, ça serait de se retrouver au fond de l'eau donc
Voilà, ça me fait penser à ça, qu'en coaching, c'est pas parce qu'on a été, apprendre des super outils, pendant un séminaire la semaine dernière qu'on va l'appliquer, immédiatement sur le premier venu. On pourrait presque faire du coaching sans outils particuliers, juste en étant parfaitement à l'écoute de la personne, heu et en l'accompagnant à définir, son objectif à elle et quelle est quelle est sa réalité. Donc voilà, cette cuillère et cette moule, ça me fait penser à ça, mais pas plus que ça. Je dis que la moule, elle a plutôt intérêt à maximiser ses potentiels pour le coup, parce que si elle veut pas en fait fondre ou cramer à l'ombre des grains de sable, effectivement, ça me paraît un peu compliqué. Alors, ce qu'il y a derrière ce message-là, effectivement, est-ce que ça veut dire que on doit considérer que la thérapie, en fait, aurait vocation à répondre à 100% aux problématiques, voire même de permettre à la personne d'aller au-delà de ses propres fantasmes? Ouais, effectivement, je pense que cette métaphore, en fait, me permet de dire à un moment donné, gardons en fait les pieds sur terre, quoi.